Donc, dans la présente vidéo, on va s'attarder au concept d'équipotentiel. On s'est jasé du potentiel électrique, qui était une quantité liée à l'espace, qui faisait que les charges allaient avoir une certaine énergie potentielle. Puis, ce potentiel-là était créé par les charges elles-mêmes. On pourrait s'imaginer, par exemple, une charge source, que ici, je pourrais prendre, par exemple, comme étant positive. Je vais me dessiner une petite charge positive, une petite charge plus. Cette charge plus-là émet un potentiel autour d'elle qui s'adonne à être positif, qui tend vers zéro quand on est très loin et qui devient de plus en plus grand à mesure qu'on se rapproche de la charge. L'équation qu'on s'était donnée pour la forme du potentiel qu'elle créait prenait la forme suivante. On dit que le potentiel que la charge créait, ça dépendait de la fameuse constante de Coulomb. La charge qui créait le potentiel, ça dépendait de comment loin qu'on était. Plus on était loin, plus le potentiel était faible. Là-dessus, ce que je remarque, tant aussi longtemps que j'étais à la même distance de ma charge, tant aussi longtemps que j'ai la même valeur de R, ben, le potentiel va rester le même. Puis la forme géométrique, que tous les points de la forme sont à la même distance euh, d'un point, c'est un cercle. Donc on va se tracer un cercle, de même, que je vais placer autour de ma charge. Ça se voulait un cercle, c'est pas facile à tous les jours. Et si je regardais chaque point de ce cercle-là, il est tout à la même distance de ma charge, donc tous les points qui sont sur ce cercle-là sont au même potentiel. C'est la définition qu'on donne d'une équipotentielle. Par exemple, ici, je pourrais dire, tout dépendant de la valeur de ma charge, dépendant de la valeur constante, etc., la distance exacte, je pourrais dire, mettons, que tous les points ici sont à 2 volts, par exemple. Si j'imagine un cercle plus grand, encore une fois, tous les points de ce cercle-là sont tous à la même distance de ma charge, fait que tous les points de ce cercle-là sont à la même distance, sont tous plus loin par contre que ceux du cercle plus petit. Fait que tous ces points-là seraient un potentiel normalement plus bas. Par exemple, 1 volt. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on tende tranquillement pas vite vers zéro. À cause de la forme en 1 sur R, ce qui se passe aussi, c'est que plus on se rapproche pour un même incrément de potentiel, par exemple, je continue les incréments de 1 volt, les cercles ici deviennent de plus en plus serrés. Fait que si je continue mon affaire euh, jusqu'à, mettons, j'en mettrai un autre, je le mets gros de même, un autre cercle, un petit peu plus petit. Fait qu'ils s'en viennent de plus en plus serrés. Fait que, mettons, je vais mettre mes identifiants que j'avais dit. Ça, j'avais dit, supposons que c'est 1 volt. Ça, c'était 2 volts. Ça, mettons que c'est 3 volts. Et ainsi de suite, puis on continue à se rapprocher de la charge. Et ça, c'est la définition des équipotentiels. Pour continuer notre développement, on va faire une comparaison avec la gravité. Fait que, je vous amène en excursion à Stowe, au Vermont, qui est reconnu pour ses pentes de ski. Fait que ça, c'est une carte topographique. Si vous n'en avez jamais vu, le principe est le suivant. Vous avez un gros paquet de lignes dessus, avec le genre de courbe comme que vous voyez là. Ça, c'est des courbes de niveau. Tant longtemps que vous restez sur la même courbe, vous restez toujours à la même altitude. Par exemple, si vous voyez, vous avez un 1000, fait que tant longtemps que vous suivez cette courbe-là, vous restez à une altitude de 1000 pieds. Si vous descendez, cloc, 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 l'autre qui est la plus grosse, c'est la courbe de niveau de 900 pieds. Vous avez l'intermédiaire, c'est entre chacune des courbes, quand on passe de une à l'autre, on a une dénivellation de 20 pieds. Puis, plus ces courbes-là sont serrées, plus on a affaire à une pente qui est à pic. Fait que si c'est que les courbes sont très très serrées, ça veut dire que j'ai pas besoin d'avancer beaucoup pour pogner une méchante drop. Fait que si, dans ce coin-là, j'aurais ce qu'on appelle dans le jargon une falaise, de quoi de assez à pic. Et si je faisais une petite représentation, j'aurais de quoi de vrai, qui descend vraiment vite dans cette affaire-là, une pente très à pic. Mais si je remarque, si je regarde à d'autres emplacements comme ici, où c'est que les courbes sont beaucoup plus éloignées, dans ce cas-là, dans ce coin-là, j'aurais une pente qui serait beaucoup plus douce. Ça descend encore, mais pas mal moins à pic. Je vais faire une genre de pente de même. Pas mal moins à pic que ce que j'ai ici, c'est que j'ai hâte de descendre dans une genre de vallée. Fait qu'à mettons qu'on se dit, un bon dimanche après-midi, on va se promener
sur Tabor Hill, ici. Donc, on va prendre une petite marche sur la montagne. Or, on n'est pas super habile, on s'enfarge en nos lacets. Je me plante. Face la première, dans le gazon. Ici. Mon dimanche après-midi vient soudainement devenir beaucoup moins intéressant. C'est comme je me suis planté la face là. Je suis direct dans la pente. Je m'enligne pour payer une paupière drop. Je vais dévaler la pente. Je vais m'en aller pour dévaler par là-bas en m'en allant dans le creux de la vallée. Et si je tombe de ce bord-là, je vais suivre la flèche puis aller me casser la figure quelque part dans le fond ici. C'est pourquoi je vais me casser la figure, c'est à cause de la force gravitationnelle. La gravité tente de m'attirer vers le centre de la Terre. Or, je suis sur une pente assez à pic. Fait que la gravité, rigoureusement aller vers le bas. Fait que ça, c'est FG. Puis moi, la force que je subis, c'est une composante de la force gravitationnelle qui suit la pente. Je vais le mettre d'une autre couleur. La force que je subis, c'est celle qui me traîne le long de la pente. C'est elle qui me fait subir une accélération le long de la pente. Puis je vais devoir l'allonger un petit peu. Je vais faire l'autre composante avant. Il y a la composante perpendiculaire et la composante parallèle à la pente. Ça, c'est FG parallèle pour parallèle à la pente. Ça, c'est FG perpendiculaire pour perpendiculaire à la pente. La différence avec la partie qui est moins apexite, c'est que, étant donné la pente qui est différente, la gravité, elle, est quand même verticale. Mais la composante qui est parallèle à la pente est beaucoup plus petite. Ici, je vais commencer comme tantôt avec la perpendiculaire, parallèle. Fait que la partie parallèle, celle qui me fait réellement subir une accélération le long de la pente, est pas mal plus petite, force plus petite, donc accélération plus petite. Ça, c'est un beau 90 parce que c'est des composantes perpendiculaires, ça aussi. Fait que ça, du côté de la falaise, force plus grande, je prends une accélération plus grande, je déballe le long de la pente. Et étant donné que je dévale le long de la pente, puis que mes courbes de niveau, c'est eux autres qui me disent quand est-ce que mon altitude ne change pas, ben, l'angle entre où c'est que je pogne ma drop puis une courbe de niveau, c'est un beau 90. Je ne vais pas dévaler le long d'une altitude constante, je vais dévaler où c'est que l'altitude change, où c'est que l'altitude descend. Ce qu'on vient de se jaser en termes d'excursion asto, mine de rien, ça s'applique aussi dans le cadre de l'électricité. Parce que ici, ce qu'on vient de dire, c'est que la force gravitationnelle est à 90 degrés avec les courbes de niveau, les équipotentiels de potentiel gravitationnel. Dans le cadre de l'électricité, nos équipotentiels étaient plutôt définis comme des surfaces où le potentiel électrique est constant. Mais c'est la même rengaine. La force électrique va être à 90 degrés avec chacune de ces équipotentiels-là. Et on avait trouvé une équation au chapitre 2 qu'on se disait que la force électrique était reliée au champ électrique par cette équation-là. Fait que si on a une particule qui se planterait dans ses lacets ici, figurativement, elle subirait une force perpendiculaire aux équipotentiels. Pourquoi est-ce qu'elle subirait une force perpendiculaire aux équipotentiels? C'est à cause que le champ électrique, lui aussi, est perpendiculaire aux équipotentiels. Fait que toutes les courbes ici qu'on a tracées, si je trace des vecteurs qui sont en tout point perpendiculaires à ces équipotentiels-là, en tout point perpendiculaire, vu que c'est des cercles, il faut que je sois aligné selon le rayon. Ça, c'est à 90. Ça, c'est à 90. Ça, c'est à 90. Le champ électrique est orienté comme ça. Regardons, c'est ça qu'on s'était dit au chapitre 2 et tout, pour les charges positives. Et partout, le champ électrique va être à 90 degrés avec ces fameux équipotentiels-là. Partout.
peu importe la direction où c'est que je regarde. Et aussi, tout comme avec notre carte topographique, quand on avait des courbes de niveau plus rapprochées, des équipotentiels plus rapprochés, la pente était plus intense, force gravitationnelle plus intense. Ici, là où est-ce qu'on a nos équipotentiels plus rapprochés, c'est là que si on venait placer une particule, elle subirait la force la plus intense, parce que c'est là que le champ créé par notre charge positive est le plus intense. Et encore une fois, même chose qu'on s'était parlé au chapitre 2, le champ électrique est plus intense proche de la particule que loin. Et qu'on peut le voir avec les équipotentiels aussi. Fait qu'avec ça, on va être en mesure de se donner une relation entre le champ électrique ainsi que le potentiel électrique. On trouve une équation pour pouvoir relier les deux. La relation qu'on a trouvée, que les lignes de champ devaient être perpendiculaires aux équipotentiels, c'est vrai pour, on l'a montré pour une particule, mais c'est vrai pour n'importe le système qu'on a. Si après avoir une seule particule, je m'intéressais au cas où c'est que j'en ai deux. Et supposons qu'on avait regardé, entre autres, au chapitre 2, qu'on avait une charge positive puis une charge négative. On avait tracé ligne de champ de cette affaire-là. Le champ électrique sortait de la charge positive, entrait dans la négative. Fait qu'on avait des lignes de champ qui, grosso modo, ressemblaient à ceci. Sort de la plus, rentre dans la moins, avec D90. Quand on arrive aux particules, des boucles de plus en plus grandes, on va vers la particule. Il y en a qui sortent carrément de ma feuille, ils reviennent ici. Et ainsi de suite. Une petite dernière pour la forme. De même. Fait que ça, c'est les lignes de champ qu'on vient de se tracer. Et la relation que les lignes de champ doivent être perpendiculaires aux équipotentiels tient toujours. Et vos équipotentiels sont à 90 par rapport à toutes ces affaires-là. Fait que je vais essayer de le faire du mieux que je peux. On passe à 90 par rapport à toutes ces surfaces-là. Ce ne sera plus tout à fait des beaux cercles comme qu'on avait, ça va être des cercles un peu aplatis, à cause que les lignes de champ sont un peu tournées par rapport au cas qu'on avait juste une particule. Au centre, entre autres, l'équipotentiel, c'est une belle ligne droite pour arriver à 90 avec tout. Et quand on s'éloigne, on commence à courber de plus en plus. Fait que là, je vais le faire en deux parties. Ça ressemble grosso modo à ceci. Toujours avec des 90 par rapport à toutes les lignes de champ sans aucune exception. J'ai des 90 un peu partout là-dedans. 90, 90, 90. Toutes les angles, 90. Pas d'exception. Partout, partout. Fait que selon le système, les équipotentiels vont prendre des gueules un petit peu différentes. Ils doivent tout être 90 avec le champ électrique. Finalement, une dernière remarque qu'on peut faire sur les équipotentiels, c'est sur le travail que ça nous prend pour déplacer une charge. Fait que le travail que fait la force électrique, c'est relié à une variation de l'énergie potentielle électrique, parce que la force électrique est une force conservative, comme la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, on peut aussi décrire son travail comme une diminution de l'énergie potentielle. Et dans le cas de la force électrique, on va aussi s'intéresser plus particulièrement à ce qui arrive quand on se déplace lors d'une équipotentielle. Fait que je vais réécrire ma différence d'énergie potentielle à la place comme une charge, ça va être la valeur de notre charge test, fois la différence de potentiel qu'on lui fait traverser. Fait qu'on va suivre dans l'histoire une petite charge.
pourrais la prendre n'importe quoi. Je vais dessiner une petite sphère. Elle pourrait être plus, elle pourrait être moins. Ça ne changera pas les biens de l'argument. Et si on prend cette petite charge-là, que je la place ici, et que je la déplace de telle manière que je la fais se déplacer le long d'une équipotentielle, comme ça. Par définition de ce qu'est une équipotentielle, tous les points par lesquels je la fais passer ont tous le même potentiel. Donc la différence de potentiel entre les deux, c'est 0. Si on a une équipotentielle, si équipotentielle, ben, tous les points sont au même potentiel. La différence de potentiel entre deux points consécutifs, c'est 0. Et donc, pour faire se balader une particule le long d'une équipotentielle à vitesse constante, donc on dit qu'on ne lui donne pas l'énergie cinétique, on veut juste la faire avancer à vitesse constante, ça ne demande pas de travail. On peut la faire bouger de même sans dépenser d'énergie.